Mesdames, Messieurs les conseillers, la séance est ouverte. Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, représentant Madame le ministre de la Jeunesse, Mesdames, Messieurs, honorables conseillers, Mesdames, Messieurs de l'administration du 16, la séance de ce jour est consacrée à l'examen et l'adoption de l'affaire numéro 20-21-01 relative au projet d'avis sur le thème Immigration et emploi. À présent, je donne la parole au rapporteur de la Commission de la jeunesse, de l'éducation, de la formation et de l'emploi, l'honorable conseiller Birahim Seck, pour nous faire l'économie du projet d'avis portant sur le thème Immigration et emploi. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire général du ministère en charge de la jeunesse, Messieurs et Madame les présidentes de commission, Monsieur et Madame les membres du Conseil économique, social et environnemental, Madame la Secrétaire générale du Conseil économique, le projet d'avis a été conçu suite à une audition, ou bien à des auditions, regroupant plus de 44 structures et personnes ressources ont été auditionnées venant des ministères, des agences, des projets et programmes, des cellules, fonds, associations, conseils, offices et des personnes ressources. Et les auditions également ont fait montre d'une participation très active des membres de l'intercommission. Et c'est le moment, Monsieur le Président, si vous me permettez, de faire une mention spéciale aux femmes de l'intercommission, immigration et emploi. Et ces auditions ont produit des constats et suscité des recommandations. Donc, les constats ont concerné, pour l'essentiel, le cadre légal et réglementaire en matière d'emploi et d'immigration, la gouvernance des secteurs de l'emploi et de l'immigration, l'analyse des politiques, programmes, projets en matière d'emploi pour les jeunes, mais également pour les femmes, mais également pour l'immigration. Les constats également ont concerné l'analyse de nouveaux défis en matière d'emploi et d'immigration. De ces constats sont nées des recommandations, dont certaines sont déjà prises en compte par Monsieur le Président de la République dans son adresse à la Nation du 3 avril 2021. J'ai noté, Monsieur le Président, que 44 personnes et structures ont été auditionnées sur une question d'importance qui met en débat quelque chose qui préoccupe notre pays depuis bien des années. La question de l'immigration, la question de l'emploi de nos jeunes, notamment, ces questions ne sont pas à la vérité des questions nouvelles. Mais ce que nous sommes en train de vivre, cette crise qu'est la pandémie et qui nous oblige à nous réunir sous ce format-là, est un adjuvant qui a rendu ces questions encore plus actuelles. Et je voudrais noter quelque part que, de toute façon, pour ce qui est de l'immigration, en même temps qu'elle indique un mouvement qui procède d'un fait humain d'attendre toujours, à volonté d'aller à la rencontre des autres,
eh bien, en même temps, ce mouvement-là, quelque part, est contrarié ou contrecarré par ce que nous sommes en train de vivre. Cette problématique est une problématique majeure qu'il nous faut adresser et je pense que par rapport aux conclusions qui viennent d'être livrées, il y a là de bonnes pistes que nous gagnerions ensemble à approfondir, à essayer d'exploiter. Je voudrais, sans être bizarre, Monsieur le Président, dire que l'une des complexifications possibles de ce que nous mettons en débat, de ce dont nous discutons, ce sont les raccourcis. Ces questions sont complexes, il faut que nous nous en convainquions. Ces questions méritent beaucoup d'attention, comme vous venez de l'administrer en tant que conseil, et nous gagnerions peut-être à persuader tous nos compatriotes que ces questions-là sont des questions de civilisation, à la limite, c'est des questions complexes qui ne se résolvent pas simplement par, disons, des raccourcis dans lesquels nous tombons trop souvent. Et évidemment, c'est peut-être ce mode de traitement-là qui nous amène très souvent à avoir des initiatives qui se concurrencent, disons, des schèmes qui sont des schèmes qui ne s'articulent pas suffisamment. Et j'ai noté avec intérêt la recommandation qui consiste à un effort de rationalisation et de mise en cohérence. Alors, nous convaincre que cette question est importante puisqu'elle nous engage tous, elle engage le destin national, nous convaincre qu'il n'y a pas de problème qui ne puisse pas avoir de solution avec l'aide de Dieu, mais nous convaincre que ces solutions-là ne sont pas des solutions, disons au raccourci et à la volée, mais que ça mérite beaucoup de profondeur et surtout un engagement, disons, collectif, un engagement national. En tout cas, pour ma part, j'ai noté avec intérêt que certaines des indications, des préconisations sont déjà en train d'être mûries et mises en œuvre et rencontrent un peu les décisions qui ont été annoncées, comme ça a été dit d'ailleurs, disons par le rapporteur, par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au total, je voudrais me féliciter encore une fois du bon travail qui vient d'être, disons, rendu par le Conseil économique, social et environnemental et dire que ces conclusions-là permettront très certainement à notre pays de faire un pas en avant. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Madame le ministre a pris connaissance du projet d'avis sur l'immigration et l'emploi que vous avez bien voulu partager avec elle. Elle a beaucoup apprécié la richesse du document et la pertinence des recommandations qui sont formulées. Elle a donné des instructions nécessaires à ses services afin que les observations de son département sur le fond comme sur la forme soient transmises dans les meilleurs délais. C'est important que sous votre leadership, que le Conseil puisse porter les États généraux pour qu'on puisse préparer le Conseil présidentiel qui sera forcément bénéfique. L'avantage est simple. 1, on aura des segments de population plus larges et 2, on va avoir une couverture plus grande. Et les acteurs qui sont concernés vont être impliqués à cette dynamique. Deuxième recommandation, Monsieur le Président, je l'ai noté aussi dans une note que j'ai transmise, c'est la nécessité de mettre en place des chambres d'agriculture. C'est vrai que nous avons des chambres d'industrie, de commerce et d'agriculture, mais compte tenu de, nous sommes un pays agricole, même si on a un statut de pays pétrolier qui va arriver bientôt, mais je pense que la chambre d'agriculture doit aussi être une institution à mettre en avant, ça va booster l'emploi des jeunes. Est-ce que le secrétaire général du ministère de la Jeunesse souhaite réagir à ce que les conseillers ont pu dire? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le débat général auquel nous venons d'assister vient s'ajouter à la qualité du projet d'avis pour véritablement attester de l'expertise très élevée du Conseil économique, social et environnemental. Expertise de ces honorables conseillers qui ont démontré une fois de plus, ce n'est pas la première fois qu'il y a un document, un avis sur la question des jeunes. Ils viennent de démontrer encore une fois de plus une connaissance pointue des questions relatives à l'emploi, relatives à la migration des jeunes, etc. Concernant notre observation sur les opportunités de l'immigration, notre seul souci, c'était d'éviter tout ce qui peut concourir à la surévaluation de ces opportunités. Mais nous avons bien compris les explications apportées par l'honorable conseiller Amadou et le rapporteur.
Il est indéniable, comme l'honorable conseiller Amakode Diouf l'a souligné, que les fonds envoyés par les immigrés contribuent à booster l'économie locale et ses capacités de création d'emplois. Pour l'encadrement des jeunes en milieu rural, nous comptons sur le dispositif qui doit être mis en place, le dispositif de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté pour apporter des réponses. Certes, c'est un dispositif qui part du niveau départemental, mais à partir de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté, nous voulons véritablement remettre en activité tous les foyers des jeunes, tous les espaces jeunes, donc créer un système de relations fonctionnelles entre la Maison de la Jeunesse, les espaces jeunes, les foyers des jeunes, pour pouvoir toucher les jeunes dans les coins les plus reculés, notamment en milieu rural. Donc, je réitère la disponibilité de Madame le ministre à faire appliquer toutes vos recommandations qui lui seront adressées. Le Conseil économique, social et environnemental recommande, au titre de la gouvernance du cadre légal et réglementaire en matière d'immigration et d'emploi. Donc, le Conseil recommande de renforcer le cadre légal et réglementaire en matière d'emploi et d'immigration. En quoi faisant? En ratifiant les instruments juridiques de protection des droits des migrants, notamment les conventions de l'OIT, en les harmonisant avec les dispositifs internes, en renégociant des accords bilatéraux et multilatéraux en matière de protection sociale avec les pays d'accueil des migrants sénégalais, en renégociant la révision des accords bilatéraux et multilatéraux avec les pays européens et les autres pour une meilleure prise en charge de la question de la réciprocité et de toutes les opportunités d'emploi décents pouvant profiter aux jeunes et aux femmes. À ce sujet, la filière canadienne en matière mérite d'être étudiée. Il sied de saluer à ce stade les efforts remarquables jusque-là consentis par le gouvernement pour davantage promouvoir l'emploi des jeunes et des femmes, mais surtout féliciter, remercier le président de la République pour son engagement et pour les récentes décisions qu'il a bien voulu prendre, décisions qui, à n'en point douter, sont des réponses pertinentes aux besoins de formation, d'emploi et de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes, à qui il a spécialement dédié le 61e anniversaire de la fête de l'indépendance. Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, Monsieur le secrétaire général représentant Madame le ministre de la Jeunesse, honorables conseillers, Mesdames, Messieurs, nous voilà au terme de notre séance plénière de ce matin consacrée à l'examen et à l'adoption du projet d'avis sur le thème Émigration et emploi qui se tient en mode vidéoconférence compte tenu des restrictions imposées par le contexte de crise sanitaire. Il s'agit de l'avant-dernière séance plénière de la première session ordinaire de notre institution qui s'achève demain, vendredi 9 avril 2021. Ce sera également la séance de clôture de la première session ordinaire de l'année 2021 de notre institution. Je vous remercie de votre aimable attention. La séance est levée. Monsieur le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, honorables conseillers, Mesdames, Messieurs, par la grâce de Dieu, nous voilà réunis à nouveau pour la séance consacrée d'une part à l'adoption du projet d'avis sur le thème inondation et assainissement et du projet de rapport général de nos travaux de l'exercice 2020. Et j'invite le rapporteur de la Commission du cadre de vie, de l'environnement et du développement durable, l'honorable conseiller Fodé Diop, pour nous faire l'économie du projet d'avis portant sur le thème inondation et assainissement. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole.
Suivant saisine du président de la République, donc une session a été convoquée à travers le décret 2021-235 pour cette session numéro 2, donc qui concerne les thèmes inondation et assainissement. À cet effet, donc une intercommission dirigée par l'honorable M. Amadou Moustapha Ndiaye. Cette intercommission composée de la commission du développement territorial et local et de la commission de l'environnement et du cadre de vie et du développement durable a eu à analyser, donc, conformément au règlement intérieur, l'adoption des thèmes de référence et du calendrier de les travaux qui se sont déroulés, des sessions qui se sont déroulées en plusieurs étapes. Pour d'abord analyser les enjeux et défis du cadre légal institutionnel et politique, ainsi que le système de gouvernance de l'assainissement et de la gestion des eaux. Ensuite, pour analyser de manière spécifique les systèmes de traitement et d'évacuation des eaux usées et pluviales dans les milieux récepteurs et la pollution connexe. Examiner la portée et les limites du dispositif technique, analyser la portée et les limites des plans locaux d'hydraulique et d'assainissement et du non-transfert de cette compétence aux collectivités territoriales et de préconiser des leviers d'action pour un accès élargi, équitable et durable à l'assainissement combiné à une gestion intégrée. Mon département est honoré d'avoir été associé aux travaux de la première session ordinaire de votre éminente institution sur le thème inondation et assainissement. Je salue la qualité du projet d'avis qui, en raison de la consistance de ses analyses et de la pertinence des recommandations formulées, nous sera très utile pour une meilleure réponse à ces deux problématiques qui intéressent le quotidien de nos concitoyens. Le ministère de l'Eau et de l'Assainissement met en œuvre une stratégie globale d'évaluation, de protection et de mobilisation des ressources en eau pour soutenir les besoins destinés à tous les usages, particulièrement l'alimentation en eau potable des populations. Le ministère assure également l'assainissement durable pour un meilleur cadre de vie des populations et la coordination de la gestion des inondations. Ainsi, conformément à l'agenda international, la politique sectorielle contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable visant à garantir à l'horizon 2030 l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement tout en assurant une gestion intégrée des ressources en eau. Cette politique sectorielle s'inscrit dans la vision de développement déclinée par son Excellence, le président Macky Sall, dans le plan Sénégal émergent. En effet, le plan Sénégal émergent, engagé dans sa phase 2, accorde une priorité aux services sociaux de base, notamment à travers le concept opérationnel 5-3-5, à savoir les 5 initiatives majeures, les 3 programmes sectoriels et les 5 accès universels, incluant bien sûr l'accès aux services d'eau et d'assainissement. Il faut renforcer le plan décennal de lutte contre les inondations et au-delà de ce que ORSEC nous propose comme un mécanisme, comme un levier. Je crois que là-dessus, on a toujours dit, et il y a eu des communiqués qui sont sortis autour de cette problématique-là. Le dernier élément sur la question de l'assainissement, ça relève de la relecture de la stratégie nationale d'assainissement rural. Je crois que la SNAR mérite d'être réévaluée. Et la réévaluation de la SNAR appelle à ce que les gens prennent en considération une évaluation exhaustive de l'apport du secteur privé dans le secteur de l'assainissement rural. Je crois que c'est extrêmement important. Et aussi une réactualisation de ces statistiques-là. Je crois que là, ça pourra aider effectivement à nous donner des perspectives assez crédibles
en matière de stratégie nationale d'assainissement et surtout en milieu rural, qui est le milieu le plus défavorisé pour le sous-secteur. Et je voudrais donner la parole au rapporteur de la commission spéciale du plan des études générales et de synthèse, l'honorable conseillère Mariba, pour partager les grandes lignes du rapport général des travaux de l'année 2020 de manière succincte. Madame le rapporteur, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, honorables conseillères et conseillers, j'ai l'insigne honneur de vous présenter le rapport général du Conseil économique, social et environnemental pour l'année 2020. Cette stratégie est venue renforcer la promotion du dialogue national déjà prôné par le président de la République du Sénégal. Le CSE pourrait contribuer à en consolider les acquis en poursuivant la réflexion et la consolidation des acquis au bénéfice de la nation. Donc, les deux avis ont été adoptés par le Conseil, examinés et adoptés. Le premier portait sur le thème de la pandémie de la COVID-19, les effets au plan sanitaire, social, économique et les orientations prospectives. Il a été adopté lors de la première session du Conseil, tenue du 16 mai au 6 juillet 2020. Un deuxième avis portant sur les effets de la pandémie de la COVID-19 sur le système de santé au Sénégal, quelles nouvelles orientations pour une politique sanitaire plus résiliente et pérenne avec des services de qualité performants. Cet avis a été adopté lors de la deuxième session ordinaire du Conseil, tenue du 15 septembre au 15 octobre 2020. Les recommandations qui ont été formulées ont été largement partagées à l'occasion de l'adoption de ces avis. Aussi, je pense que vous serez d'accord avec moi pour que je sois brève pour laisser éventuellement place aux dernières suggestions qui pourraient naître de notre séance de ce matin. Alors, les deux thèmes de l'avis de l'année, vous les avez mis à l'écran. L'un porte sur la pandémie, ses conséquences et propositions d'action, et l'autre, comme je viens de le dire, sur le système de santé et les orientations pour une politique sanitaire plus résiliente. À l'issue de l'adoption de ces deux avis, donc le rapport général qui a été émis comporte 4 parties. Une analyse de la situation économique et environnementale de l'année 2020, un rapport sur les travaux des sessions de l'année, une partie sur les activités de coopération, de partenariat, de représentation et un hommage aux conseillers disparus, suivi de quelques références bibliographiques. J'aurais juste peut-être des compléments d'information par rapport aux observations faites dans le cadre du débat, puisque le rapport général donc avait été préparé par la commission spéciale du plan des études générales et de la synthèse avec l'appui déterminant de l'administration. Donc, par rapport aux observations principales de Amakodou, donc je suis d'accord avec ces observations, peut-être juste par rapport aux données utilisées, je pense qu'il y a aussi des données nationales. Je ne pense pas qu'il se soit agi uniquement d'utiliser les données donc des PTF. Je pense que les données de la NSD et d'autres structures de l'État sont bien sont utilisées comme référence donc à la première partie donc économique et sociale. Mais on va vérifier pour voir comment renforcer. Et je suis d'accord que nous devons nous appuyer en priorité sur nos données nationales. Nous avons des données fiables qui sont là et les comparer, s'il le faut d'ailleurs, avec les données donc internationales. Pour le numérique, je pense que Marie, le rapporteur, a répondu suffisamment. Nous allons voir comment renforcer, mais il fallait que nous pointions cet élément-là. Concernant la partie 3, alors moi, je suis tout à fait d'accord avec Amakodou et j'ajoute qu'il faudrait que donc on réfléchisse plus. On va voir avec la commission spéciale pour voir comment réfléchir beaucoup plus à renforcer cette partie, parce qu'effectivement, ce n'est pas une partie qui est très analytique, elle est juste une partie descriptive de l'essentiel des activités qui se sont passées, mais il manque peut-être, et là donc nous allons vraiment nous pencher là-dessus. Merci beaucoup à Amakodou pour qu'il y ait une partie beaucoup plus analytique donc de cette partie 3, partenariat et coopération, et renforcer justement à cet effet donc le volet diplomatie économique et sociale que le Conseil économique a dans ses fonctions, tout comme les fonctions donc de médiation qui sont donc des fonctions donc du Conseil économique, social et environnemental. Je m'associe
aussi aux félicitations donc, de mes collègues, de mon collègue Oumar Ba, à l'endroit du président, du Conseil économique, social et environnemental pour sa médiation pendant cette crise qui a été, je pense, décisive. Et nous nous en félicitons tous et qui a vraiment équilibré et réussi à pacifier. Monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam, je vous redonne la parole. Je pense que le volume, l'ampleur des interpellations et des questions reflète simplement l'importance tout à fait centrale pour notre pays du secteur que le président de la République vous a confié. Et l'importance de ce secteur à vous confier manifeste également la confiance placée en votre compétence et en votre capacité à en prendre soin. La parole vous est retournée pour apporter des réponses et des éclairages. On est dans un secteur qui est une préoccupation des populations, que ce soit l'alimentation en eau potable, l'eau pour l'agriculture, pour l'élevage, ou bien le secteur de l'assainissement. Étant des secteurs qui sont au cœur du cadre de vie et puis de la vie des populations, nous comprenons qu'ils puissent susciter autant d'intérêt à votre niveau. Je voudrais donc vous remercier pour cet intérêt-là et considérer que les informations que vous nous avez données, au-delà des questions, sont importantes et que mes services et moi, nous allons les examiner, même après cette séance, pour essayer de trouver des solutions. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, j'interviens simplement pour non seulement féliciter l'intercommission et en même temps féliciter le ministre par ce que nous savons nous-mêmes comme opérateurs privés, son souci énorme d'impliquer le secteur privé dans la réalisation des infrastructures. Donc, pour notre part, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour être aussi en relation avec le public, en mesure d'apporter les solutions idoines. Honorables membres du Conseil, je ne saurais clôturer cette adresse sans prier pour que le Seigneur des mondes accepte les prières et dévotions de nos frères et sœurs chrétiens qui ont célébré Pâques le dimanche 4 avril dernier, une date doublement symbolique parce que coïncidant aussi avec le 61e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Par la grâce d'Allah, je formule les mêmes vœux à l'intention de nos sœurs et frères de la Oumma islamique qui, dans quelques jours, vont entamer le jeûne du mois béni de Ramadan. Pour terminer, je déclare en application des dispositions de l'article 2 du décret numéro 2021-235 du 16 février 2021, close la première session ordinaire de l'année 2021 du Conseil économique, social et environnemental. Et je vous remercie de votre aimable attention. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci.